était là quand vous aviez vraiment besoin de quelqu'un? Mes parents m'avaient arrangé un mariage avec un homme violent, qui n'a pas hésité à lever la main sur moi et sur mes enfants, allant même jusqu'à m'aider à les emmener de force à l'étranger. C'est alors que j'ai pris contact en cachette avec mon ex-mari, et, aujourd'hui, j'ai pu voir la tête de ma famille quand ils ont compris qu'ils avaient tout perdu. J'avais 29 ans quand mon ex-mari, David, a commencé à harceler ma famille, nos enfants et mon nouveau mari. Il essayait de faire passer ça pour de la gentillesse. Quelques coups de fil, des cartes d'anniversaire, des cadeaux pour leur emménagement, mais je n'étais pas dupe. Mes parents non plus. Ils me répétaient qu'ils ne supportaient pas que j'aie refait ma vie avec Emre, ce bel homme turc qu'ils avaient choisi. J'ai toujours eu le sentiment que c'était injuste d'obtenir la garde exclusive, mais je n'avais pas le choix. Mes parents m'avaient prévenu que si je n'arrivais pas à l'obtenir, ils uniraient leurs moyens pour prendre les enfants eux-mêmes. Et puis, Emre avait tout pour plaire à mes parents et à moi. Il était turc, brillant, issu d'une bonne famille. Il s'est installé chez nous au bout de 3 mois et a aussitôt instauré ses règles. Pas de télévision pendant le dîner, les enfants devaient parler turc à la maison. Les visites de David ont été réduites à des rendez-vous sous surveillance sur des parkings, avec Emre toujours présent. L'Américain est là, lançait Emre à chaque arrivée de David. Jamais son prénom, toujours l'Américain. J'ai commencé à remarquer que David agissait étrangement. Il appelait tous les soirs à 20h pile pour dire bonne nuit aux enfants. Si je parlais des cours de natation de Leila, il s'intéressait de près à la personne qui l'y emmenait. Il proposait de passer plus de temps avec les enfants, suggérait même une thérapie familiale. Manipulation classique, a tranché ma mère quand je lui en ai parlé. Il essaie de retourner la tête des enfants. C'est à ce moment-là que mes enfants sont devenus plus fermés avec Emre. Leila, ma fille de 7 ans, a cessé de chanter dans la voiture. James, 5 ans, a recommencé à faire pipi au lit après qu'Emre ait gardé les petits. Ils ont juste besoin d'un temps d'adaptation, m'ont rassuré mes parents. Un peu de discipline ne leur fera pas de mal. Pendant ce temps, David en faisait toujours plus. Il s'est inscrit à une formation d'entraîneur pour l'équipe de foot de Leila, a déménagé à 10 minutes de chez nous, a même appris quelques mots de turc. Comportement obsessionnel, commentait Emre en secouant la tête. Chez moi, on réglerait ça différemment. Et pour être honnête, j'étais d'accord avec lui, jusqu'à nos vacances au lac Tao. Mes parents avaient insisté pour qu'on parte tous ensemble pour fêter la promotion d'Emre. David a réclamé l'adresse de l'hôtel à 3 reprises. Au cas où il y aurait une urgence, disait-il. J'ai pris ça à la légère, mais tout a dégénéré la 3e nuit. Emre et moi sirotions du raki pendant que mes parents dînaient en bas au restaurant. Soudain, James a renversé du jus sur la sacoche d'ordinateur d'Emre. J'ai vu son visage se décomposer quand il a attrapé James par le bras pour le soulever brutalement. « Espèce de petit imbécile, tu abîmes tout ce que tu touches !» James a éclaté en sanglots et Leila s'est précipitée pour serrer son frère dans ses bras. « Je veux appeler papa !» sanglotait-elle. « S'il te plaît, maman, appelle papa. Il a dit qu'on pouvait l'appeler si on avait besoin de lui. S'il te plaît. » Sa voix m'a tirée de ma stupeur. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, mais à peine avais-je commencé à composer le numéro qu'Emre a traversé la pièce et m'a projeté au sol. Les enfants doivent nous comprendre les conséquences. Sa main s'est refermée sur mon poignet, me faisant hurler de douleur. « Emre, tu me fais mal !»« Tu les protèges trop. C'est pour ça que les enfants américains sont faibles. » Il a serré encore plus fort. Mêlés dans leur chambre. Maintenant, j'ai croisé le regard paniqué de mes enfants et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma main est partie toute seule. Sa gifle m'a laissé la joue en feu, alors que je me reculais, chancelante. Les enfants se sont mis à crier. « Tu veux m'humilier ? Appeler ton ex-mari comme une femme sans honneur ?» a-t-il craché. Soudain, la porte de la chambre d'hôtel a claqué. Mes parents sont montés en trombe du restaurant. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» a lancé mon père. « Votre fille appelle son ex-mari » a répliqué Emre, venimeux. Le visage de mon père s'est durci. « Zeynep, donne-moi ce téléphone, tout de suite. » Ma mère s'est tournée vers les enfants. « Allez dans votre chambre, les enfants. » Mais il a frappé. « Un appel à notre avocat, et c'est réglé. » a coupé ma mère. C'est tout ce qu'il faut. Je suis restée là, assise dans la chambre, mes enfants en pleurs, quand on a entendu frapper à la porte. Tout le monde s'est figé. « Zeynep, ouvre !» J'ai tout de suite reconnu la voix de David. Mon cœur battait à tout rompre. Le visage d'Emre s'est fermé, il s'est précipité vers la porte. Mon père s'est interposé devant moi, ma mère s'est placée entre les enfants et l'entrée. « Ne le laisse surtout pas entrer !» a murmuré ma mère. Les coups ont retenti à nouveau. « Je sais que vous êtes là. J'ai reçu un appel. J'ai eu un nœud à l'estomac. » L'appel, il avait dû passer juste avant qu'Emre m'arrache le téléphone. David avait compris qu'il se passait quelque chose. Emre a ouvert la porte d'un geste sec. « Qu'est-ce que tu veux ?» David se tenait là, en jean et t-shirt froissé, visiblement arrivé en vitesse. Il a jeté un regard dans la pièce, m'a vue assise par terre, la joue rouge, les enfants recroquevillés dans un coin. « Papa !» James s'est échappé de l'étreinte de ma mère et s'est précipité vers lui. Mais la main d'Emre l'a attrapé par le col et l'a tiré en arrière. Le tissu s'est tendu contre la gorge de mon fils, qui a manqué d'air. David a fait un pas en avant. « Lâche-le !»« C'est mon beau-fils. Je l'élève comme je l'entends. » Emre a resserré sa prise. Ce n'est pas de l'éducation. David gardait une voix calme, mais il serrait les poings. Mon père a sorti son téléphone. « J'appelle la sécurité de l'hôtel. Cet homme n'a rien à faire ici. S'il vous plaît. » David m'a regardé droit dans les yeux. « Zeynep, ça va ?» J'allais répondre, mais ma mère m'a coupé. « Elle va bien. Vous devez partir avant qu'on porte plainte pour harcèlement. » 2 agents de sécurité sont arrivés quelques minutes plus tard. Mon père les a accueillis à la porte, leur parlant à voix basse, l'air pressé. J'ai entendu des mots comme « garde d'enfants » et « ex-mari instable ». Emre a finalement relâché James, qui est revenu vers moi, titubant. Il a lissé sa chemise, puis s'est tourné vers les agents avec un sourire de façade. « Messieurs, désolé pour le dérangement. Voici l'ex-mari de ma femme. Il nous harcèle depuis des mois. »« Ce n'est pas vrai !» s'est exclamé David. « Il n'arrête pas d'envoyer des cadeaux. Il appelle à toute heure et il est même allé jusqu'à nous suivre pendant nos vacances. »
Emre sortit son téléphone et fit défiler les photos des cartes d'anniversaire et des paquets que David avait envoyés. On a essayé d'être patient, mais il ne veut tout simplement pas admettre qu'elle est passée à autre chose. Les agents de sécurité échangèrent un regard, puis le plus grand s'adressa à David. « Monsieur, êtes-vous client de l'hôtel ? Non mais... Alors je vais vous demander de quitter les lieux. » David brandit son téléphone. « J'ai reçu un appel provenant de cette chambre. Il y avait des cris. » Emre éclata de rire. Les enfants jouaient. Vous savez bien comment ils sont en vacances. « Écoutez, » fit David en lançant la lecture d'un message vocal. 3 secondes de voix étouffée, un cri, puis plus rien. « Ça ne veut rien dire, » intervint ma mère. « Ça peut être des enfants qui s'amusent. » L'agent de sécurité semblait de plus en plus mal à l'aise. « Monsieur, c'est une histoire de famille. » Faute de preuve d'un danger immédiat, Leila se dégagea soudain de l'étreinte de ma mère et courut se jeter dans les jambes de David. « Papa, s'il te plaît, pars pas! Emre a fait du mal à James. Il a frappé maman. » Un silence lourd tomba. Les agents de sécurité nous dévisagèrent tour à tour, visiblement désarçonnés. Mon père sortit son portefeuille et glissa discrètement quelques billets dans la main du plus petit garde. « Messieurs, il s'agit d'une affaire de famille, et l'enfant est juste bouleversé. On apprécierait vraiment votre compréhension. » Les gardes encaissèrent l'argent sans broncher. « Monsieur, » lança le plus grand à David, « vous devez partir maintenant. » « Mais ma fille vient de dire, « Maintenant, monsieur, sinon on appelle la police. » David me lança un regard désespéré. J'avais envie de hurler la vérité, mais la main de ma mère se crispa sur mon épaule en guise d'avertissement. « Ça va aller, ma chérie, » dit David à Leila en lui détachant doucement les bras. « Je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. » Il plongea son regard dans le mien. Je suis au Morten Lodge, juste au bout de la rue, chambre 237. Les agents l'accompagnèrent vers la sortie. Leila courut jusqu'à la fenêtre et le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Les larmes coulaient en silence sur ses joues. « Bon, » fit mon père en refermant la porte. « Voilà qui est regrettable. » Emre se tourna vers moi, les yeux froids. « C'est toi qui l'as prévenu. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette famille, les enfants avaient peur, murmurai-je. Les enfants doivent apprendre à obéir. » Il me saisit le bras et me força à me lever. « On rentre demain dès l'aube. » Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir tout en écoutant la respiration d'Emre. Au moindre de mes mouvements, il resserrait son étreinte. Vers 2 heures, je l'ai vu prendre mon téléphone sur la table de nuit. L'écran a éliminé son visage pendant qu'il fouillait mes contacts et supprimait le numéro de David. Il a vérifié mes appels, mes messages, mes mails. Apparemment satisfait, il a reposé l'appareil avant de me serrer contre lui. Au petit déjeuner, Emre a annoncé à la serveuse que nos vacances se terminaient plus tôt. Petite urgence familiale, vous savez ce que c'est. Mes parents ont bouclé leurs valises en vitesse pendant que j'aidais les enfants à rassembler leurs affaires. Leila jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, espérant sans doute voir David revenir. Sur la route du retour, ma mère s'est installée à l'arrière, entre les enfants. À chaque fois que Leila voulait parler, elle se mettait à fredonner une chanson turque ou à désigner la campagne par la fenêtre. James, lui, restait d'un silence inhabituel, le regard perdu dehors. Emre conduisait nerveusement, doublant à tout va, passant à l'orange sans hésiter. Mon père, sur le siège passager, parlait affaires comme si de rien n'était. Au bout de 3 heures, James réclama une pause. On s'est arrêté sur une aire. Je pris les enfants par la main et ma mère nous suivit jusque dans les toilettes. Dans la cabine, Leila me souffla précipitamment. « Maman, j'ai envoyé un message à papa avec ma tablette avant qu'Emre ne me la prenne. Je lui ai tout dit. » Mon cœur s'accéléra. Quand ? Hier soir, pendant le dîner. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Ma mère tambourina à la porte. « Tout va bien ? » « Oui, on a presque fini. » De retour à la voiture, Emre tendit la main. « Donne-moi la tablette de Leila. Elle est tout. » Le visage de ma fille se décomposa. Je ne sais pas. Il fouilla son sac, puis la voiture, et voyant qu'il ne trouvait rien, lui saisit le menton. « Ne me mens pas. »« Je ne mens pas, » sanglota-t-elle. « Elle doit être restée à l'hôtel, » dis-je rapidement. « On appellera quand on sera rentré. » Emre serra la mâchoire mais laissa tomber. Le reste du trajet se passa dans une tension palpable. À notre arrivée, je remarquai tout de suite les nouvelles caméras de surveillance au-dessus du garage. « Depuis quand elles sont là ? » « Depuis hier, » répondit Emre. « J'ai fait installer tout ça avant de partir, pour notre sécurité. » À l'intérieur, d'autres caméras parsemèrent le salon et la cuisine, leurs petites diodes rouges clignotant discrètement. Emre fit jouer une nouvelle clé dans la serrure. Les barillet avaient été changés. Il entendit une à ma mère, une à mon père, aucune pour moi. « Tu as l'air stressé, » lâcha-t-il. « Tu n'auras pas à te soucier de la clé pour l'instant. Ce sera plus simple. » Mes parents installèrent leurs affaires dans la chambre d'amis. « On va rester quelque temps, » annonça ma mère. « On veut t'aider à traverser cette période. » Le lendemain matin, Emre nous emmena au tribunal. David avait déposé une demande d'urgence pour la garde des enfants. Dans la salle d'attente, je l'aperçus accompagné d'une femme en tailleur bleu marine, aux cheveux gris coupés courts, un gros dossier sous le bras. « C'est Suzanne Foster », maugréa Emre. « La meilleure avocate du coin en droit de la famille. Ton ex commence à paniquer. » Dans la salle d'audience, le juge parcourait la requête tandis que nous gardions le silence. L'avocate de David expliqua que les enfants couraient un danger immédiat et évoqua l'incident du lac Tahoe. « Votre honneur, dit-elle, mon client a reçu un appel de détresse du téléphone de la mère. À son arrivée, il a trouvé Madame Yilmaz au sol, blessée. L'avocat d'Emre, un certain Richard, se leva. Objection. Il n'existe aucune preuve de blessure, aucun rapport de police, pas de document médical, juste la parole d'un homme qui harcèle cette famille. » Le juge me fixa. « Madame Yilmaz, souhaitez-vous prendre la parole ?» J'ai voulu me lever, mais la main de ma mère s'est refermée sur mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je me suis rassis, la gorge serrée. « Ma cliente est bien trop bouleversée par le harcèlement incessant de son ex-mari pour pouvoir s'exprimer », déclara Richard d'une voix assurée. Le juge fronça les sourcils. « Sans preuve tangible d'un danger immédiat, je ne peux pas accorder la garde en urgence. »
Néanmoins, le comportement de M. Davidson est inquiétant. Votre honneur, intervint alors Susan Foster, mon client s'est contenté de respecter le droit de visite fixé par le tribunal. Chaque échange avec ses enfants a été approprié et consigné. Quoi qu'il en soit, poursuivit le juge, la famille se dit en danger. J'ordonne donc une mesure d'éloignement temporaire. M. Davidson devra rester à 500 pieds de Mme Yilmaz et de M. Yilmaz. Le régime actuel de visite surveillée est maintenu. Le visage de David se décomposa. À côté de moi, Leila étouffa un petit sanglot. À la sortie du tribunal, Emre arborait un sourire de vainqueur. On s'en est bien sorti. Ce week-end-là, au lieu que David voie les enfants comme prévu, Emre annonça qu'il les avait inscrits à un centre culturel turc. Ils ont besoin de retrouver leurs racines. Le centre se trouvait à 2 heures de route. Pendant le trajet, James se plaignit d'avoir mal au ventre, et au bout de 20 minutes, il vomit sur lui-même. Emre freina brusquement. « Espèce de sale gosse, tu l'as fait exprès, pas vrai ? Il est malade, protestai-je. Il manipule, c'est tout. Il restera comme ça. Ça lui apprendra à se contrôler la prochaine fois. » James passa donc l'heure 40 restante assis dans son vomi, en pleurs et silencieux. L'odeur imprégnait la voiture, mais Emre refusa catégoriquement de s'arrêter. Au centre, je nettoyais James tant bien que mal dans les toilettes pendant qu'Emre remplissait les papiers d'inscription. L'enseignante, une femme sèche nommée Madame Demir, ne m'accorda presque pas un regard. « Monsieur Yilmaz m'a expliqué la situation », lança-t-elle. « Ne vous inquiétez pas, nous leur apprendrons à bien se tenir. » Quand je suis revenue les chercher 4 heures plus tard, j'ai vu des bleus sur les bras de James, tout frais, en forme de doigt. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé à Madame Demir. « Il a été difficile pendant le cours de turc. Parfois, il faut savoir recadrer fermement les enfants. » De retour dans la voiture, je me tournai vers Emre. Elle lui a fait mal. Ce sont des traces de préhension. Il a sûrement glissé pendant les activités. Tu deviens parano, répondit-il, en jetant un coup d'œil dans le rétro. Comme ton ex-mari. À la maison, mon père nous attendait, assis dans le salon. Emre m'a dit que tu as fait une scène au centre culturel. James a des bleus. Les garçons se font des bleus, tu exagères, lâcha-t-il. Il s'approcha de moi. Ton mari cherche à donner à ses enfants une éducation, des repères. Tu devrais t'en réjouir, pas l'accuser. Ce soir-là, j'ai retrouvé la tablette de Leila, cachée derrière des cartons dans le garage. L'écran était fissuré, mais elle fonctionnait encore. J'ai découvert des dizaines de messages à David, des photos de bleus, des vidéos d'Emre en train de hurler, des descriptions précises de chaque incident. David avait tout sauvegardé. Ses réponses étaient mesurées, rassurantes. Je note tout, ma chérie. Tiens bon, l'aide arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Je sursautai. Emre était là, planté dans l'embrasure de la porte, le visage fermé et menaçant. En 3 pas, il traversa le garage et m'arracha la tablette des mains, puis, sans un mot, la fracassa contre le sol. Les morceaux volèrent dans tous les sens. Rentre, immédiatement. Mes parents m'attendaient dans le salon, assis côte à côte comme un jury. Zeynep, commença ma mère, on s'inquiète vraiment pour toi. Tu te comportes de façon irrationnelle, ajouta mon père. Tu accuses ton mari sans raison. Emre prit place à côté d'eux. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Yilmaz. Il est psychiatre, spécialisé dans les troubles postpartum. Je n'ai pas de problème postpartum. James a 5 ans. Ça peut apparaître tardivement, répondit Emre posément, surtout avec le harcèlement de ton ex-mari. Le docteur Yilmaz pourra t'aider. Le lendemain, ils m'ont emmené dans un immeuble de bureau impeccable. Le docteur Yilmaz, sans lien de parenté, était un homme mince, au regard froid. Votre famille, elle a été très inquiète, dit-il une fois que nous fûmes seuls. Parlez-moi de ces idées de persécution. Je ne suis pas paranoïaque. Mon mari fait du mal à mes enfants. Il prit des notes. Avez-vous des preuves ? Les bleus. Mais les enfants se font des bleus facilement. Quoi d'autre ? Je lui ai tout raconté. Il hochait la tête d'un air compréhensif sans cesser d'écrire. Je comprends. Depuis combien de temps avez-vous ces pensées ? Ce ne sont pas des délires. Madame Yilmaz, votre famille décrit un comportement instable. Appelez votre ex-mari, lancez des accusations infondées, ce sont des signes préoccupants. Il rédigea une ordonnance. Cela vous aidera à apaiser l'anxiété et les pensées envahissantes. De retour à la maison, Emre me tendit les comprimés avec un verre d'eau sous le regard scrutateur de mes parents. Je fis mine de les avaler, mais dès qu'ils eurent détourné les yeux, je les glissai dans ma joue, puis je les recrachai plus tard dans la salle de bain et les jetai dans les toilettes. C'était devenu mon rituel, faire semblant de prendre les médicaments et m'en débarrasser aussitôt. Mais il fallait rester vigilante. Emre avait pris l'habitude de vérifier ma bouche après coup. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis faufilée jusqu'à l'ordinateur dans le bureau d'Emre. Mes mains tremblaient en ouvrant ma messagerie. J'ai retrouvé les coordonnées de Bethany dans l'annuaire de l'école. Elle avait été la maîtresse de Leila l'année précédente, et nous étions devenus proches à la sortie des classes. Bethany, j'ai besoin de toi. Mon mari fait du mal aux enfants. Je suis piégée. S'il te plaît, ne réponds pas. Il surveille tout. Mais aide-nous, je t'en supplie. J'ai effacé le message envoyé et supprimé l'historique du navigateur. Le lendemain, au petit déjeuner, Emre annonça qu'il garderait les enfants à la maison. Pourquoi ? Ai-je demandé. L'Américain rôde autour de l'école. La sécurité l'a surpris hier sur le parking. David ne transgresserait jamais l'ordonnance d'éloignement. Les yeux d'Emre se firent plus durs. Tu continues à le défendre ? Peut-être qu'une dose plus forte de médicaments s'impose. Ma mère acquiesça. Les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école ces jours-ci. Je peux m'occuper de leur donner cours ici. L'école à la maison ? Je sentais l'étau se resserrer. C'est juste provisoire, dit mon père, le temps que tout se tasse. Mais au fond de moi, je savais que ça ne le serait pas. Ce soir-là, j'ai surpris Emre en pleine conversation téléphonique dans le bureau du docteur Yilmaz. Il débitait son turc à toute allure, mais j'arrivais à suivre l'essentiel. Les papiers sont presque prêts. Voyage d'été à Istanbul. Oui, les 2 enfants. Non, elle ne posera pas de problème. La panique m'a saisi d'un coup. Il projetait de les emmener en Turquie. Je suis retournée dans ma chambre, le cerveau en ébullition. Istanbul. S'il les emmenait là-bas, je ne reverrais jamais mes enfants. Les tribunaux turcs seraient forcément de son côté, surtout avec ses relations. Il fallait agir vite. Mais comment ?
Chacun de mes mouvements était surveillé. Le lendemain matin, Emre est parti travailler plus tôt que d'habitude. Ma mère a commencé la classe avec les enfants dans la salle à manger. Mais c'était surtout des exercices de turc et des leçons sur la discipline. Je voyais bien que James avait du mal à prononcer les mots, pendant que le visage de ma mère se durcissait de plus en plus. Il fait des efforts, ai-je essayé de glisser doucement. Les enfants américains sont paresseux, répliqua-t-elle, sèche. En Turquie, à 5 ans, ils parlent déjà 3 langues. Je me suis réfugiée dans la cuisine, faisant mine de nettoyer tout en ruminant. Bethany n'avait pas répondu à mon mail, mais avec un peu de chance, elle l'avait reçu. Peut-être même qu'elle s'en occupait déjà. La sonnette a retenti, me faisant sursauter. Mon père est allé ouvrir. J'ai aperçu entre la porte une femme en tailleur, bloc-notes à la main. Je suis Eleanor Frédéric, des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement préoccupant au sujet d'enfants à cette adresse. Mon cœur a bondi, puis s'est aussitôt figé quand j'ai vu mon père déployer tout son charme. Il l'a invité à entrer, le sourire aux lèvres, plein de bonne volonté. Bien sûr, nous n'avons rien à cacher. Ma fille traverse une période difficile, mais elle est suivie. Eleanor a croisé mon regard à travers la pièce. J'ai tenté de la prévenir sans un mot, mais ma mère s'est immédiatement interposée. Les enfants font leur devoir. Vous prendrez bien un thé? Je dois voir chaque enfant en privé, a coupé Eleanor sans détour. C'est obligatoire. Mes parents se sont regardés. Bien sûr, a soufflé mon père. Léla, viens par ici s'il te plaît. Mais Eleanor a refusé d'un signe de tête. C'est seul que je dois lui parler, dans sa chambre peut-être. L'atmosphère est devenue électrique. La mâchoire de ma mère s'est tendue, mais ils n'ont pas pu s'y opposer. Eleanor a suivi Leila à l'étage. Nous sommes restés là, à attendre, dans un silence pesant. 20 minutes plus tard, elles sont revenues. Leila gardait un visage fermé. Eleanor a ensuite demandé à voir James. Cette fois-ci, elle est restée absente une demi-heure. Quand ils sont revenus, James tenait une petite voiture dans la main, sans doute un cadeau d'Eleanor. Je souhaiterais également m'entretenir seule avec Madame Yilmaz, a annoncé Eleanor. Elle prend des médicaments, s'est empressé de préciser mon père. Elle pourrait dire des choses erronées. Eleanor n'a pas bronché. Néanmoins, dans la cuisine, elle a sorti son carnet. Votre amie Bethany nous a contactés. Elle a aussi averti l'avocat de votre ex-mari. J'ai bien compris qu'il y a des inquiétudes concernant la sécurité des enfants. Les larmes me sont montées aux yeux. Ils veulent pas les emmener en Turquie. J'ai entendu Emre au téléphone. Je vous en prie, aidez-nous. Elle prenait des notes. Les enfants m'ont effectivement parlé de choses préoccupantes. James m'a montré des bleus sur les bras. Vos parents disent qu'il est maladroit. Ce n'est pas vrai. Au centre culturel, je vais faire des vérifications auprès du centre. En attendant, je mets en place un plan de protection. Les enfants doivent être retournés à l'école sur le champ. Ils rencontreront la conseillère chaque semaine et je passerai à l'improviste pour des visites à domicile. Un immense soulagement m'a envahi. Ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà beaucoup. Eleanor s'est levée, prête à partir, puis s'est retournée au dernier moment. Madame Yilmaz, si jamais vous ou vos enfants êtes en danger immédiat, n'hésitez pas à appeler le 17. Après son départ, mes parents ont explosé. Ma mère m'a saisie par les épaules et m'a secouée. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Quelles histoires as-tu inventées? Rien, j'ai juste... Tu es en train de détruire cette famille, a hurlé mon père. Après tout ce qu'on a fait pour toi, Emery est rentré plus tôt que prévu, le visage fermé. Quelqu'un du bureau l'avait averti de la visite des services sociaux. Il a envoyé mes parents dans leur chambre et s'est tourné vers moi, la voix glaciale. Tu te crois maligne à faire venir les autorités? Il s'est approché de moi. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, je sais exactement à qui j'ai affaire. Le soir même, il a transféré mes affaires dans la chambre d'amis. Tu es manifestement trop instable pour partager mon lit. C'est pour ton bien. Il a fermé la porte à clé, de l'extérieur. J'ai entendu le bruit sec de la serrure et la panique m'a envahi. Les fenêtres étaient scellées depuis des années. J'étais prisonnière. Le lendemain matin, il a ouvert la porte comme si de rien n'était. Prépare les enfants pour l'école, et souviens-toi que je te surveille. En les déposant, j'ai balayé du regard le parking à la recherche de la voiture de David, oubliant même l'ordonnance d'éloignement. Les autres parents me lancèrent des regards étranges. Apparemment, la visite des services sociaux avait déjà fait le tour de l'école. La nouvelle maîtresse de Leila, Madame McChallet, est venue vers moi. Je voulais vous dire que Leila avait l'air ravie de revenir. Elle m'a dit que l'école lui avait manqué, ai-je répondu, hochant la tête sans arriver à prononcer un mot de plus, de peur de fondre en larmes. L'après-midi, en venant les chercher, la conseillère scolaire m'attendait. Madame Yilmaz, je suis Freddy O'Charlotte. Je verrai vos enfants chaque semaine, comme convenu avec la protection de l'enfance. Je tenais à me présenter. Elle avait ce regard doux, de grands yeux bruns qui inspiraient de confiance. Si jamais vous avez besoin de parler, ma porte est toujours ouverte. À la maison, Emery était furieux à cause du suivi imposé. Voilà ce qui arrive quand tu laisses des étrangers s'immiscer dans nos affaires. Maintenant, tout le quartier se passionne pour notre vie privée. Ma mère en a rajouté une couche. En Turquie, les problèmes de famille, on les règle entre nous. Cette manie américaine de tout raconter aux psy, c'est malsain. Mais ils n'avaient pas le choix. Eleanor avait été très claire. Il fallait respecter le plan de protection. Sinon, les enfants risquèrent d'être placés. Les jours suivants se sont installés dans une routine lourde. Les trajets pour l'école étaient mes seuls moments dehors. Emery avait confisqué mes clés, alors c'est ma mère qui conduisait. Impossible de lui échapper, elle ne me quittait pas d'une semelle. Un matin, alors que ma mère discutait avec une autre maman turque, j'ai aperçu, sur le parking des visiteurs, une voiture que je connaissais trop bien. Mon cœur s'est emballé. David était là, pile à la limite des 150 mètres, à m'observer. On s'est croisés du regard, mais ma mère m'a aussitôt attrapé par le bras. N'y pense même pas, a-t-elle soufflé. Ce soir-là, j'ai surpris Emery au téléphone. Oui, les billets sont pris. On part le 15 juin. Billet simple. 15 juin, c'était dans moins de 3 semaines. Le lendemain, l'ambiance avait changé à la maison. Emery était d'humeur étrangement joviale au petit déjeuner, mes parents paraissaient trop détendus. Je sentais qu'ils manigançaient quelque chose. À la sortie de l'école,
Madame O'Charlotte m'a prise à part. Je suis un peu inquiète par rapport à ce que Léla a raconté aujourd'hui en classe. Elle a parlé d'un grand voyage à venir. J'ai senti une vague glacée me traverser. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Qu'elle craignait de manquer la fin de l'année scolaire. Votre famille part en vacances? Non, aucun voyage n'est prévu, ai-je aussitôt répondu. Elle m'a fusillé du regard, mais s'est contentée d'acquiescer. D'accord, prévenez-nous si jamais ça bouge. Dans la voiture, j'ai affronté ma mère. Tu as parlé d'un voyage à Léla? Tu sais bien comme les enfants déforment tout, a-t-elle éludé. Emery a juste évoqué une fois la Turquie, elle a du mal comprendre, mais je n'étais pas dupe. Ils préparèrent les enfants à l'avance, leur vendant ça comme une aventure merveilleuse. Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, j'ai cherché désespérément un moyen de joindre quelqu'un dehors. L'ordinateur était sous clé, mon téléphone sous contrôle. Et puis je me suis souvenu du vieux téléphone fixe au sous-sol. J'ai attendu 3 heures du matin, espérant qu'Emery, fatigué, ait oublié de verrouiller ma porte. Cette nuit-là, miracle, la poignée a tourné. Je me suis faufilée dans la maison, évitant les lattes qui grincent, la moindre lumière. La porte du sous-sol était restée ouverte. J'ai descendu les marches à tâtons, le cœur battant. Le vieux combiné était là, poussiéreux mais branché. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro de David que j'avais appris par cœur. Allô? Sa voix ensommeillée s'est vite fait inquiète. C'est moi, ai-je murmuré. Ils veulent emmener les enfants en Turquie le 15 juin. J'ai entendu Emery réserver les billets. Répète, tu es en sécurité? Tu appelles d'où? Du sous-sol. J'ai très peu de temps. Je t'en supplie, il faut les stopper. Demain matin, j'appelle Suzanne. On lancera une procédure d'urgence. Tu peux trouver une preuve? Un billet? Un mail? N'importe quoi? Je vais tout faire. Mais David, s'ils s'en vont, ils ne partiront pas, je te le jure. Tiens bon, on va t'aider. Un bruit de pas à l'étage m'a fait sursauter. J'ai raccroché et remonté en silence. Ma porte était toujours ouverte, la chambre vide. J'avais réussi. Le lendemain matin, Emery m'a détaillé au petit déjeuner. Tu as l'air épuisé. Mauvaise nuit? C'est le traitement. Il me fait faire des rêves bizarres, ai-je improvisé. Il a paru satisfait. Mais l'après-midi, en passant au sous-sol, j'ai découvert que le téléphone avait disparu, le fil arraché, plus aucune trace. À la sortie de l'école, Freddy O'Charlotte m'attendait. Madame Yilmaz, puis-je vous parler un instant? Ma mère a tenté de protester, mais Freddy a souri, imperturbable. C'est simplement au sujet des progrès scolaires, rien d'alarmant. Dans son bureau, elle a fermé la porte derrière nous et m'a regardé avec gravité. L'avocate de votre ex-mari m'a contacté. Elle m'a parlé du projet de voyage. Sachez que j'ai déjà signalé tout ça à Eleanor, à la protection de l'enfance. Un espoir fou m'a envahi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On fait notre maximum, mais j'ai besoin que vous notiez tout, absolument tout ce que vous entendez ou voyez sur le voyage. Vous pouvez le faire? J'ai hoché la tête en pleurant. Elle a ajouté, douce, les enfants aussi nous racontent des choses lors de nos entretiens. Ça avance. C'est une situation complexe, et les démarches prennent du temps. Tant qu'on n'a pas. 15 juin. J'ai répété que je faisais tout ce que je pouvais. Elle m'a tendu un mouchoir. Vous avez un endroit sûr où aller? Un ami? Une famille d'accueil? Il a mes clés, mon portefeuille, tout. Mes parents me surveillent en permanence. Elle a griffonné son numéro sur un bout de papier et me l'a discrètement glissé dans la main. C'est mon numéro privé. Si ça dégénère, appelez-moi, n'importe quelle heure. Sur le chemin du retour, j'ai caché le papier dans ma chaussure. Ma mère, furieuse du retard, n'a pas arrêté de pester contre ces Américains qui se mêlent de tout. Le soir même, Emre a annoncé qu'on aurait des invités. Mon cousin Kamal est venu de Turquie. Il m'aide avec des démarches. Le cousin est arrivé avec une mallette pleine de papiers. Il parlait en vite en turc, mais j'ai capté certains mots. Passeport, autorisation, dossier scolaire. Après le repas, alors que les hommes parlaient affaires, j'ai aidé à débarrasser. En passant, j'ai vu que la mallette de Kamal n'était pas fermée. J'ai aperçu ce qui ressemblait à des billets d'avion. J'ai vérifié que personne ne me regardait, pris une photo avec la tablette de cuisine, puis supprimé l'image de la galerie principale et l'ai cachée dans un dossier de recettes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai sursauté. Léla était là, dans l'encadrement de la porte, les yeux tout ronds. Je range mon cœur. Mon cœur battait à tout rompre. Elle s'est approchée et a murmuré. Je les ai entendus parler de la Turquie. On va vraiment partir? Je ne sais pas, ma chérie. Qu'est-ce que t'as entendu? Emre a dit qu'on aimerait beaucoup là-bas, qu'on irait dans une école spéciale. Elle a baissé la voix. Il a dit que papa ne pourrait pas venir nous voir. Je l'ai prise dans mes bras, retenant mes larmes. Écoute-moi bien. Si quelqu'un essaie de t'emmener quelque part, tu cries aussi fort que tu peux. Tu dis à tout le monde autour que tu ne veux pas y aller. Promis? Elle a hoché la tête contre moi. Je te le promets, maman. Les jours suivants ont été interminables. Emre me surveillait comme si j'allais disparaître. Mes parents prenaient le relais dès qu'ils tournaient le dos. Malgré tout, j'ai réussi à mettre la photo à l'abri, sur un compte cloud créé spécialement, sous l'apparence d'un simple blog de cuisine. À l'école, j'ai discrètement passé un mot à Madame Macharlet pour lui expliquer ce que j'avais entendu. Elle m'a regardé avec gravité et m'a promis qu'elle ferait suivre l'information. À 3 jours du 15 juin, tout s'est emballé. Emre est revenu avec de nouvelles valises. Ma mère s'est mise à préparer les affaires des enfants, tout en leur racontant combien les plages turques étaient belles et à quel point ils allaient adorer retrouver leurs cousins. Nous n'y allons pas, ai-je déclaré d'un ton sec. Emre a éclaté de rire. Mais bien sûr qu'on y va. Les enfants ont besoin de renouer avec leurs racines. Tu verras, Istanbul va te plaire. Je n'irai nulle part avec toi. Son visage s'est fermé. Tu feras ce qu'il faut pour cette famille. Ou alors tu préfères rester ici toute seule. Je suis sûre que les juges trouveraient en ça très intéressant, une mère qui abandonne ses enfants. Cette nuit-là, je l'ai surpris au téléphone avec le docteur Yilmaz. Oui, augmentez la dose. Elle devient vraiment délirante. On va peut-être devoir envisager une hospitalisation. Il prévoyait de me faire interner. Une fois enfermée, ils auraient le champ libre pour emmener les enfants sans que je puisse intervenir. Le lendemain matin, le 13 juin, je me suis réveillée avec Emre planté devant mon lit. Lève-toi, tu as rendez-vous chez le médecin. Je n'irai pas. Il m'a attrapé par le bras et m'a forcé à sortir du lit. Tu viens?
Les enfants sont déjà à l'école. Mes parents viendront les chercher plus tard. Je me suis débattue, mais il était bien plus fort que moi. Il m'a traîné jusqu'à la voiture sous le regard désapprobateur de mes parents. C'est pour ton bien, a dit ma mère. Tu es malade, Zainab. Laisse les médecins t'aider. Chez le docteur Yilmaz, j'ai refusé d'entrer. Emre et mon père m'ont presque porté à l'intérieur. La secrétaire, manifestement inquiète, n'a rien osé dire. Dans le cabinet, le docteur Yilmaz m'attendait, déjà prêt avec des papiers. Madame Yilmaz, votre famille est très inquiète. Ils pensent que vous avez besoin d'un traitement intensif. J'ai réservé un lit dans un excellent établissement. Non, je me suis débattue dans l'étau de mon père. Je ne suis pas folle. Ils essaient de m'enlever mes enfants. Le docteur Yilmaz a soupiré. Cette paranoïa, c'est justement la raison pour laquelle il faut vous aider. Votre mari veut simplement partir en vacances en famille avec les enfants, et vous imaginez tout un scénario. Soudain, la porte a claqué. Eleanor Frederick est entrée, accompagnée de 2 policiers. Madame Yilmaz, êtes-vous ici de votre plein gré? M'a-t-elle demandé. Non, ils veulent m'interner pour partir en Turquie avec mes enfants. Eleanor a échangé un regard avec les policiers. La situation est sérieuse. Le docteur Yilmaz s'est levé, furieux. Ceci est une consultation privée. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai tous les droits lorsqu'il y a suspicion de séquestration et de mise en danger d'enfants, a répliqué Eleanor, la voix tranchante. Madame Yilmaz, souhaitez-vous partir avec nous? Oui, je vous en prie. Emre s'est précipité. Elle est instable. J'ai une procuration. Non, ce n'est pas le cas, a répondu Eleanor, parfaitement calme. Nous avons vérifié vos affirmations. Il n'existe aucun document légal vous donnant cette autorité. Les policiers se sont placés entre moi et ma famille. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Madame, souhaitez-vous porter plainte? J'ai croisé le regard furieux d'Emre, vu l'incrédulité sur le visage de mes parents, et j'ai senti des années de peur s'envoler. Oui, je veux porter plainte. Tout s'est ensuite enchaîné très vite. La police a recueilli les témoignages, et Eleanor a appelé la protection de l'enfance pour obtenir du renfort. En moins d'1 heure, nous étions au commissariat, tandis que des agents allaient chercher mes enfants à l'école. Suzanne Foster nous attendait là, avec David. L'ordonnance d'éloignement l'empêchait de s'approcher, mais je sentais son soulagement même de l'autre côté de la pièce. Nous avons obtenu une audience en urgence, a expliqué Suzanne. Le juge Morrison va nous recevoir dans 1 heure. Les enfants sont en sécurité, ils sont temporairement sous la responsabilité de la protection de l'enfance, le temps que le juge se prononce. J'ai complètement craqué, éclatant en sanglots, soulagée et terrorisée à la fois. Eleanor n'a pas bougé de mon côté, m'expliquant la procédure. Ton amie Bethany a été déterminante, a-t-elle précisé. Elle a tout documenté, les absences à l'école, les confidences de Leila, les projets de voyage. Madame Macharley et Freddie O'Charlette ont complété le dossier. On a un dossier solide. Au tribunal, les preuves étaient accablantes. Les billets d'avion achetés par Kamal étaient des allées simples. Les dossiers scolaires demandés par Emre étaient des transferts, et non de simples copies. Les messages de Leila à David, sauvegardés par Suzanne sur la tablette, montraient clairement une escalade dans la maltraitance. Le visage du juge Morrison se fermait à chaque élément. Quand l'avocat d'Emre a tenté de faire passer tout cela pour de simples vacances, le juge l'a coupé net. Des allées simples pour un pays qui n'a pas signé la convention de la Haye, avec des enfants qui ont parlé de maltraitance. Il ne s'agit pas de vacances, maître, mais bien d'une tentative d'enlèvement. Elle m'a accordé la garde temporaire d'urgence et a prononcé une ordonnance d'éloignement contre Emre et mes parents. L'ancienne ordonnance contre David a été levée sur le champ. En outre, a ajouté la juge, je veux la remise immédiate de tous les passeports de Monsieur Yilmaz et des grands-parents maternels. Ils doivent rester à plus de 300 mètres des enfants et de Madame Yilmaz. Emre est alors sorti de ses gonds, criant en turc et en anglais, dénonçant la corruption américaine et me promettant que je le paierais cher. Les huissiers l'ont maîtrisé, pendant que la juge ajoutait l'outrage à magistrat à sa liste déjà longue de déboires judiciaires. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre d'hôtel, payée par un fonds d'aide aux victimes de violences familiales qu'Eleanor avait trouvé pour nous. Les enfants m'ont rejointe après le dîner, et nous nous sommes effondrés ensemble sur le lit, en pleurant et en nous serrant fort. On est en sécurité maintenant, maman? A murmuré James, la voix tremblante. Oui, mon cœur, on est en sécurité. Leila m'a regardé très sérieusement. On pourra voir papa demain? Oui, ma chérie, tu pourras voir papa quand tu voudras maintenant. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu mes 2 enfants sourire vraiment. Cette nuit-là, ils ont dormi profondément, tandis que je restais éveillée, incapable de croire que nous étions enfin libres. 6 mois après cette terrible journée de juin, une nouvelle audience nous attendait au tribunal, mais cette fois, tout était différent. David et moi étions assis côte à côte, pendant que le juge validait officiellement notre nouvel accord de garde, une vraie garde alternée, où les enfants auraient toute liberté de passer d'un foyer à l'autre selon leurs envies. Je tiens à féliciter les 2 parents, annonça le juge, pour avoir su placer l'intérêt de vos enfants au-dessus de tout. Monsieur Davidson, votre persévérance à exprimer vos inquiétudes tout en respectant la loi est admirable. Madame Yilmaz, il a fallu beaucoup de courage pour vous libérer d'une situation de contrôle, et grâce à cela, vos enfants ont retrouvé une véritable vie. En quittant le tribunal, David s'est tourné vers moi. On ne pourra pas revenir en arrière, je le sais bien, mais je suis soulagée qu'on puisse avancer ensemble, comme coparents et comme amis. J'ai hoché la tête en observant Leila et James s'élancer à la poursuite des pigeons sur la place. Ils avaient besoin de nous 2. Ils en avaient toujours eu besoin, même si je ne l'avais pas compris avant. Tu le comprends aujourd'hui, et c'est ça qui compte. Ce soir-là, nous avons partagé un dîner tous ensemble chez David. Ce n'était pas une réconciliation, trop de choses s'étaient repassées pour ça, mais c'était un nouveau départ, une autre forme de famille, bâtie sur la vérité et non plus sur le contrôle, sur le choix plutôt que sur la contrainte. En voyant mes enfants rire à plein poumon, parler la langue de leur choix, s'exprimer sans aucune crainte, je me suis souvenu de la menace de ma mère de me renier. Elle m'avait accusé de détruire la famille, mais elle se trompait. Je n'avais rien détruit, je l'avais sauvée.